Cette semaine, dans le balado, on prend une longue marche, on sort de notre retraite et on dit un léger mensonge. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut! Salut! Ça va? Écoute, ouais, j'ai une voix un peu enrouée. Je suis congestionné. Ça a débuté cette nuit, tout simplement. D'après moi, c'est parce que tu as pris l'avion. Tout le monde est malade quand on prend l'avion. Peut-être, je sais pas. Oui, le podcast existe encore. On avait dit qu'on ferait un épisode le 5 septembre, un peu rapidement, avant que tu partes au TIFF. Ben oui. Mais finalement, on a manqué de temps. On a jumpé l'épisode complet. Fait que tu es de retour. Oui. Rapidement, comment a été... parce que là, on va couvrir les sorties du 12 et on va revenir sur les sorties du 5 aussi. Mais comment a été ton festival international? Une très belle expérience, encore une fois. Écoute, c'est toujours un bonheur, un privilège de pouvoir être sur place et quand même croiser quelques vedettes. Là, ça demeure toujours impressionnant. T'as coché des choses sur ta bucket list quand même. Il y en a qui, évidemment... Ryan Reynolds s'est pas arrêté pour répondre à tes questions, mais tu as quand même échangé avec Jodie Foster. Jodie Foster, oui, quand même. Julia, non, c'est pas Julia son nom. Écoute, oui, très beau moment, honnêtement. En plus, elle a répondu en français, parce qu'elle est là pour un film français, Vie privée. Donc, elle s'exprime très bien dans la langue de Molière. C'est une très grande francophile. C'est ça que je me demandais, parce que c'est le prochain film de Rebecca Zatarski. Ouais. Puis je me demandais si c'était un tournage comme en anglais qu'elle avait fait quoi que ce soit. Je savais même pas que Jodie Foster était fluente à ce point-là en français. Oui. Puis en fait, c'est son 4e film français. Elle avait commencé ado. Après Taxi Driver, là, quelques années après, elle avait tourné dans un film français. Donc, périodiquement, elle l'a fait. Puis, oui, en fait, elle avait une volonté de travailler avec Rebecca depuis longtemps. Je pense qu'elle admirait ses films et là, l'occasion s'était présentée. As-tu vu le film? J'ai pas eu l'occasion de le voir, malheureusement, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Ça va sortir début 2026. Puis Virginie Fira aussi, qui est dedans. Là, c'est quand même tout un duo. Donc, bref, un beau moment sur le tapis rouge. Puis, pour juste démontrer la grande classe que Jodie Foster possède, elle a pris vraiment le temps de répondre à chacun des journalistes là, présents sur le... Ouais, fait qu'on était quand même 40 cette soirée-là. Il faut dire que t'es arrivé un petit peu plus tôt. Puis je dirais que c'était le défi cette année. Beaucoup de vedettes arrivaient sur le tapis rouge là, comme avec 15-20 minutes seulement avant la projection de leur film. Fait que ça laisse pas beaucoup de temps. Mais eux étaient là 45 minutes, puis elle a pris vraiment le temps de jaser à tout le monde. On échangeait, là, tu me communiquais un peu de ce qui se passait dans tes soirées. Puis là, tu m'as envoyé la vidéo quand Scarlett Johansson est sur le tapis rouge pour Éléonore la Grande. Puis on entend quelqu'un à côté de toi qui est comme Scarlett, as-tu le temps? En anglais, as-tu le temps pour une photo? Puis c'est comme, elle ne daigne pas répondre et on va pas se mettre à faire des selfies avec tout le monde qui est là. Non, oublie ça. fait que c'est ça qui est particulier parce que nous, on est placés souvent vers la fin de la ligne, la presse. Fait que on les voit arriver au bout, on les voit qui jasent, puis tout ça. Puis là, tu te croises les doigts. Mais tu sais, quand on est comme dans la trentaine de journalistes, c'est impossible qu'on va leur parler. C'est comme, je dirais que faut que ça soit 25, là. Avant 25, on a des chances, mais après ça, on oublie ça. Mais un moment donné, c'est que là, les relationnistes viennent les chercher parce que les manques de temps, il faut qu'ils se dirigent vers la salle. Fait qu'il faut que tu sois vraiment à la guet parce qu'à un moment donné, ça part vite. C'est comme, OK, ciao, bye, tout le monde. Puis là, ils passent en coup de vent. Fait que c'est assez spécial. Fait que t'attends 2 heures pour juste 5 secondes. C'est ça. C'est pas des entrevues, c'est des tapis rouges. Mais comme dit, le but, c'est de se rendre amener à une année. On va faire une assez bonne couverture qui va dire, ah oui, mon ciné, on a des entrevues pour toi. Ce qui fait de bien aussi, c'est notre force, c'est que nous, on est francophones. Fait que souvent, quand il y a des films, là, ça a manqué dans le timing parce qu'il y a plein de films en même temps. Fait que c'est impossible de tout voir et de tout couvrir. Fait que... Tu sais, de pouvoir donner une place au cinéma français et tout plus que les autres. Là, dans le cas de Jodie Foster, il y avait plus de monde, mais tu me parlais du film avec François Civil puis Nadia Terashkowitz. Que là, c'était plus discret. Écoute, parce que... on était 6 sur le tapis. Mais là, ils sont contents. Tu es là, tu parles français. Ben oui, tout à fait. Tu connais la carrière de François Civil parce qu'on la suit. Parce que et de Nadia aussi, d'ailleurs. Nadia aussi, qui avait joué dans Babysitter et tout. Fait que...
Fait que non, c'est sympathique. Fait que là, on a eu l'occasion de reposer 2 questions chaque, vu qu'on avait plus de temps. Mais ce qui était drôle, c'est que Nadia, ce que je ne savais pas, parce que c'est la journaliste à côté qui a posé la question, c'est qu'elle a déjà demeuré à Toronto. Elle allait à l'École nationale de ballet parce qu'elle a débuté comme danseuse. Donc, elle a passé son adolescence à Toronto. Fait que c'était un retour pour elle. Je savais pas ça. Fait que ça, c'est pour 2 pianos, qui 2 pianos. Sort aussi en 26, je pense. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas de date encore officielle. Là. Mais il me semble que quelqu'un a les droits ici, je suis pas mal sûr. Donc, tout ça. Fait que bref, de beaux moments assez intenses où on regarde des films le matin puis on attend l'après-midi pour faire des tapis rouges le soir. Exact, mais comme tu n'as pas d'entrevue écrite, c'est quand même des journées folles, mais c'est pas comme quand tu vas à Unifrance, là, c'est des entrevues, fait que là, tu as tout le temps... T'as de l'écriture à faire pour le site ou le site internet. Là, j'ai fait des comptes rendus. Fait que là, vous pouvez aller suivre sur le site, sur monciné.ca. Ben là, on a oublié de l'annoncer parce qu'on n'a pas fait le 5, là, mais vous pouvez aller voir le recap. T'as été là, 6 jours? 6 jours, oui, quand même. Fait que... Ouais, parce que c'est ce que tu as retenu aussi de l'année dernière, c'est que le premier week-end, les premiers jours, c'est là que le gros stock, ça finit dimanche, je pense, mais c'est plus léger. Là, c'est rendu, c'est ça, effectivement. Là, on n'a pas les moyens d'envoyer là 12 jours non plus. Ouais, puis je dois avouer que là, la dernière journée, à un moment donné... mais on se tente de manger au restaurant, puis de... Ouais, puis... mais il y a quand même beaucoup de longs moments d'attente, tu sais, fait que faut être toujours un peu à l'affût. Des fois, on a des confirmations 1 heure ou 2 avant le tapis rouge, fait que on peut pas faire grand-chose d'autre que juste attendre, puis là, OK, ça se passe, fait que là, faut que j'y aille, faut que je me dirige, fait que... Mais ça, c'est dit. Ça demeure sympathique puisqu'on rencontre quand même beaucoup d'autres journalistes de d'autres pays, d'autres endroits. Donc, 2 fois, j'ai couvert un tapis rouge juste à côté de moi. C'était une journaliste d'origine française, donc parisienne, qui demeure à Toronto depuis quelques années puis qui travaille pour la seule radio francophone de Toronto. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Je sais que tu échanges beaucoup avec Manon Dumais de la presse aussi. Vous ne retrouvez pas aux mêmes places nécessairement. C'était la première année qu'on était ensemble. L'année dernière, on n'était pas là. Mais effectivement, donc j'ai renoué avec Manon qui est sur Unifrance. Alors, c'est de Unifrance. C'est à Unifrance qu'on s'est connus, c'est ça. Puis elle faisait une dizaine d'années qu'elle n'avait pas couvert le TIFF. Là, fait que pour elle aussi, c'était un retour. Puis aussi, toi, t'es pas là comme un critique. Parce qu'on envoie, mettons, Mediafilm, par exemple, là, ils ont envoyé nous 2 personnes, puis ils ont fait comme 30 critiques de films sur toute leur performance et tout. Fait que toi, t'as vu certains films, mais c'est pas ça notre mission à Monciné, le balado ou le magazine, de donner des 4 sur 5 puis tout. Fait que effectivement. Non, le plaisir, ça donne un accès différent. C'est de découvrir des films à l'avant-première comme ça, des films qui vont paraître, fait que c'est pour se donner une idée. Puis fait que j'ai quand même eu l'occasion de voir Chien 51 de Cédric Jiménez, Le Mage du Kremlin, qui je pense va bien fonctionner. Là, le roman, c'est un best-seller. Tu parlais de Nuremberg aussi? Nuremberg, très surprenant. J'avais comme pas trop d'attentes, puis finalement bien épaté, surtout par Russell Crowe. Donc tu sais que je suis pas le plus grand fan. Mais je trouve que là-dedans, un beau jeu de chien et chat, ou chat-souris. Chat et souris, entre son personnage, Kirman Goring, quand même, et Rami Malek, qui joue le psychiatre qui devait charger là, de l'évaluer. Puis ça, vraiment inspiré du roman, du livre, du récit du psychiatre qui a écrit suite au procès de Nuremberg. Fait que, quand même du bon stock qui s'en vient. Alors, parlons un petit peu d'actualité. Oui. Puis si vous voulez en connaître plus sur les comptes rendus tous les jours, justement, sur monciné.ca, tout est là. Un projet qu'on attendait quand même depuis... allons-y avec... Parlons de festival, parce qu'on vient de sortir du TIFF. En même temps, on avait la semaine avant et la première semaine du TIFF, c'est le Festival de Venise. Et là, on a décerné les prix, donc le Lion d'or et le Lion d'argent. Je ne sais pas si tu as vu ça, pas du tout. J'étais dans l'une avec tout ça. Écoute, je pense que ça a été une surprise, le Lion d'or. Je pense que c'est un film qu'on n'attendait pas. C'est Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Quand même un vieux routier du cinéma indépendant américain. Donc, on entend beaucoup de bien. Pour le Lion d'argent, pour la réalisation, c'est Benny Safdie pour Smashing Machine. Fait que ça chauffe l'idée que peut-être en... confrontation des deux frères. En série. Pas en série, mais aux Oscars. Il y aura le duel des frères Safdie. Un Royal Rumble entre les 2 frères Safdie. Ouais, c'est ça. Mais si c'est The Rock contre Timothée Chalamet, je sais sur qui je mets mon argent pour un combat de lutte, je parle. Tout à fait. Fait que c'est une belle surprise. Et le grand prix du jury, et je pense beaucoup à Rémi qui gagne le Lion d'or, c'est la voix de Hind Rajab, de Kauter Ben Ania. C'était la réalisatrice
du film, du documentaire Les filles d'Olpha qui était sorti il y a 2 ans peut-être. 2 ans, ouais. C'est ça. Donc un film assez controversé, très poignant qu'on dit parce que c'est entre autres, c'est un peu comme elle a fait avec Les filles d'Olpha, elle mélange un peu la réalité, pas nécessairement le documentaire, mais avec de la fiction. Et il y a comme une narration, une histoire construite à partir des enregistrements de cette fillette-là, Rajab, qui a été tuée pendant les attaques à Gaza et tout ça, et qui a eu le temps de s'enregistrer. Fait que j'imagine que ça doit être très bouleversant donc de l'entendre. Puis elle sait qu'elle va mourir, là, fait que vraiment un film qui, d'ailleurs, à TIFF aussi, a fait beaucoup jaser. Donc, ça va être à suivre. Ça va sûrement suivre sur nos écrans ici d'ici la fin de l'année, les prix peut-être. qui arrivent avec des distinctions comme ça, d'habitude, trouvent un acquéreur. À moins que les producteurs là-bas le vendent vraiment trop cher et que là, ça fasse pas de sens. Là. Mais je pense que c'est un film qui va... Les marchés internationaux, c'est un peu différent, mais je sais que ça arrive pour la francophonie. À cause que le Québec est francophone, ben, les films français, des fois, ils ont tendance à être très gourmands, mais c'est parce que le bassin n'est pas du tout le même. Là. On parlera tantôt du Cédric Lapiche, là, qui a fait presque 1 million d'entrées en France, 900 000. Mais ici, ça veut pas dire qu'il va faire 2,5 millions de dollars. Là, fait que, il faut être raisonnable. Quand même. Mais bref, un film que moi, j'ai hâte de voir ce qui sortira sur nos écrans. Donc, je reviens à la première nouvelle que j'allais parler. Donc, on avait déjà évoqué ce projet-là du biopic de Madonna. Oui. Qui va être... c'est pas elle qui veut réaliser. Réaliser, c'est ça. Mais elle a confirmé qui allait l'incarner au cinéma. Et je pense que c'est un bon choix. Non. Okay. C'est Julia Garner. Ah ouais, OK. Là, Julia est de tous les projets. Là. C'est la hit girl de l'heure. Okay. Et effectivement, quand tu la regardes avec quand même ses cheveux blond platine, évoque un peu la période True Blue, Papa Don't Preach de Madonna. Là, fait que, Julia Garner, on rappelle, qui est la surfeuse d'argent dans le dernier 4 Fantastiques et qui est aussi dans Weapons, la prof d'école. Donc, qui était dans le mal-aimé et le mal réussi Loup-garou. Qui était, plein de films. Là. Donc, pas de date encore de tournage d'annoncé. On dit qu'il y a encore un peu de fignolement on doit fignoler un peu, attacher le projet, mais bref, ça avance. Quand on annonce habituellement l'interprète... C'est ça, je veux dire, il y a de quoi d'intéressant sur Madonna, évidemment, des grands artistes. Ça dépend de l'angle qu'ils prennent, s'ils osent se commettre à éclabousser un peu les scandales puis tout. Mais ça me rend pas très confiant que Madonna le réalise. Vraiment pas. En fait. Non plus. Parce que je pense que ça prend... Ça prend quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans, puis moi que je me trompe, je pense pas qu'Anna, elle réalisait pas ses vidéoclips, faire de même. Fait que, à moins que sur le plateau, elle soit vraiment bien entourée de ses producteurs, du directeur photo, ou directrice photo, là, mais du staff qu'elle va leur donner beaucoup de place pour dire, OK, finalement, épaulez-moi là-dedans. Là, j'ai une idée comment ensemble on peut y arriver, ça je suis d'accord, mais si c'est un peu boss, ça va peut-être être bizarre. Et ce qui en ressort un peu, semblerait-il, c'est qu'elle aurait une vision quand même assez très éclatée, très ambitieuse. OK. Fait que je pense que effectivement, c'est ce qui rend un peu frileux Hollywood, peut-être qu'il voudrait un film un peu plus sage et peut-être à plus petit budget pour... sinon ça va devenir un gouffre. C'est ça, tu sais. Ça coûte 100 millions, là. Parce que sinon, j'ai oublié son nom, mais lui qui avait fait le film sur Robbie Williams, puis qui avait aidé avec... qui avait fait Rocketman aussi, je pense. Non, il avait complété Bohemian Rhapsody. C'est ça. Avec certaines séquences, puis tout. J'oublie son nom, mais peut-être qu'il est tanné de faire des biopics musicaux aussi. Mais bref... fait que si ça se fait, j'ai bien hâte de voir honnêtement Julia Garner quand même en Madonna. On n'a pas perdu de temps non plus pour Superman, parce qu'on a déjà annoncé la suite. Ouais, j'ai vu ça. T'as vu ça passer. Fait que je pense qu'il a déjà rebougé son calendrier à ce moment-là, parce que ça serait 2027. Ouais, c'est 27. On perd vraiment pas de temps. Là. Non, lui il tourne l'an prochain. Le scénario serait en voie d'être complété. Okay. Donc ça va s'intituler Man of Tomorrow. Donc on va voir Superman s'allier avec Lex Luthor, c'est ce qu'on dit comme prémisse. Des forces plus grandes. Encore plus grandes et tout ça. Donc à suivre. Donc, mais il va y avoir Supergirl entre-temps l'été prochain, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Donc c'est ça, c'est le
9 juillet 2027 pour Superman. Puis là, oui, parce qu'il il a passé les 350 millions aux États-Unis. Oui, quand même très bon succès. Un bon départ pour le nouveau DC. L'univers de DC Comics au cinéma. Nouvelle de fraîche. toute fraîche qui vient de tomber. Tu as vu ça toi aussi passer. Super Mario Brothers. On a... le Galaxy, Super Mario Galaxy. C'est ça. Fait que, mais on se doutait qu'il allait avoir un film de Mario, mais il me semble qu'il était... En tout cas, dans le calendrier de Universal, c'était comme Untitled Mario Movie, je pense, là, ou Nintendo Movie. Ben là, on a donné la date. Oui, le 4 avril 2026, donc dans quelques mois. Clairement, c'est à la même période que le premier, là, le dernier en animation là, qu'il avait fait. Fait qu'on veut répéter ce succès-là du milliard de dollars. Honnêtement, je connais pas Super Mario Galaxy. J'ai pas joué... après la même GameCube, j'ai à peine joué et tout. Là, fait que je connais plus les anciens. Là. Ben, c'est un jeu qui vient de la Wii que j'avais noté, donc 2007. Ouais, sûrement. Puis même après, je pourrais même pas te mettre dans l'ordre les Wii U, Wii classique, Wii Bit, je sais pas trop. Là. Fait donc je suis juste allé lire rapidement, puis effectivement, c'est une aventure qui se déroule dans différents mondes galactique et tout ça. Puis c'est ça, parce qu'à la fin, on représente un peu des personnages. Le château, là, un petit teaser pour un title reveal, donc surtout annoncer le titre, là, ça va vers l'espace puis galaxie. Fait qu'on se doute bien que... ça va être un énorme succès. Puis c'est les mêmes voix qui reviennent, Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Jack Black, etc. Là. Fait que ça va être grosse c'est quand donc il y a le film de Zelda ou de Link là? 27. Mais lui c'est en prise de vue réelle? Ouais, c'est ça. OK. Fait que l'univers animé le garde pour Mario Bros. Plus, là? OK. Mais, c'est encore avec Illumination. Oui, tout à fait. Sauf que là, 26, on va avoir droit au combat entre Super Mario et Toy Story 5 quand même. Pas à la même période, mais au niveau du box-office de fin d'année. Ça. Là, ça va être intéressant de voir lequel. Je pense que je le donne à Mario. Ouais, tu donnes une petite coche au-dessus. C'est parce que je crois que on en reparlera, là, mais tu sais, je pense que le 5e Toy Story... Ça sera pas un flop, là. Mais à un moment donné, il faudrait que j'analyse le box-office. Là. Je me souviens plus le 4, qu'est-ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il était presque identique au 3. Au 3, OK. Ouais. C'est un peu ça, mais à un certain point, c'est sûr que ça redescend un peu. Là, c'est quand même un la milliard. qualité est là, c'est ça. Ça va être serré, je pense. Mais de prime abord, comme ça, 1 an d'avance, là, pas 6 mois d'avance, là, je le donne à Mario. À Mario. On verra si la nostalgie va être très payante pour... Mais en même temps, Mario, c'est vrai que tout le monde est allé, ça a fait 1 milliard, mais les échos généraux, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Mais c'était très divertissant, ça intégrait beaucoup les codes. Fait que c'est vrai, peut-être que c'est des films un peu moins bons, là, très généraux, fait que ça se peut que ça joue, mais je serais surpris qu'ils droppent tant que ça. S'ils font encore un film efficace et honnête comme le premier, là, les gens ils critiqueront plus les voix puis tout, là, ils vont être habitués à l'accent et tout. Fait que ça va être un bon duel en fait pour les films d'animation. Bande-annonce, il y en a 2 qui ont capté mon attention. Puis un moi j'ai vraiment hâte de voir. Ça m'a donné le goût de voir ça. C'est Song Song Blue. OK. Avec Hugh Jackman puis Kate Hudson. J'ai vu la bande-annonce, je suis surpris que tu sois autant excité par tout ça. C'est la prémisse que je trouve vraiment le fun. Puis c'est inspiré vraiment d'une vraie histoire. C'est ça. Il y a un documentaire là-dessus en 2008. C'est genre un gars qui est PTSD. C'est un couple, en fait, dans la vie, qui ont décidé de partir un band d'hommage à Neil Diamond. C'est ça. Qui s'appelle Lightning and Thunder. C'est ça. Dans le film, c'est joué par Hugh Jackman puis Kate Hudson. Kate Hudson, c'est ça. Et puis qui sont devenus semi-célèbres à cause de ça, puis qui ont fait l'objet de ce documentaire-là. OK. Fait que déjà là, je trouve la proposition assez intéressante. Le film est musical à sa façon, mais avec juste des chansons de Neil Diamond. Oui, effectivement. Je sais que Jackman peut pousser la note, fait que je pense que ça va être très bon. Hudson aussi semble pouvoir très bien chanter. Très à l'aise. C'est ça. Moi, mon seul bémol, c'est qu'il y en a souvent des musicals, puis on dirait qu'on les attend avec un certain enthousiasme, mais ça se concrétise pas souvent tant que ça au box-office. C'est mon chapeau de succès de cinéma, mettons, qui parle, là, et non pas sur la qualité du film. C'est plus ça. Aussi, il est annoncé pour Noël, mais c'est le genre de film, souvent, s'ils veulent se placer dans les Oscars puis toutes ces affaires-là, ça se peut que nous, ici au Québec, ça finisse le 27 janvier. Là, je sais pas si ça va être un film vraiment Oscar. Moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment juste une bonne contre-programmation contre Avatar et tout ça, là, aller chercher peut-être un public autre. C'est ça. Mais je sais pas ce qui va arriver cette année, c'est que
il y a 2 ans, quand Avatar est ressorti de l'eau, émergé, Way of Water, là, tous les films s'étaient tassés, il n'y avait pas grand-chose d'autre, puis on a réalisé comme, OK, oui, même si ça a fait 2 milliards, il y a de la place pour autre chose. Fait que là, ce que je crains, c'est que cette année, tout le monde va quand même sortir des films, puis là, il va y avoir, c'est quand même gros Avatar, il va y avoir aussi trop de contre-programmation. Mais ça, c'est juste un casse-tête de cinéma et de cinéphiles, là. Fait que... Mais bref, moi, je pense que ça pourrait surprendre. Ça pourrait être un des succès surprises de fin d'année. Fait qu'à surveiller le 25 décembre, Song Blue. Puis Neil Diamond, quand même, demeure un artiste très apprécié pour ses musiques. J'ai hâte de chanter Sweet Caroline. Écoute, tout le monde dans la salle va faire c'est ça. Est-ce qu'on va être obligé de fermer le son? Le son. Quelques instants. Réembaucher des projectionnistes juste pour qu'ils coupent le son à ce bout-là. Ce serait très drôle. Et sinon, je pense que ça va être le film de Valentin 2026. Une bande-annonce très sulfureuse pour Wuthering Heights, l'adaptation du roman de Emily Brontë de 1847, qui est moins connu comme roman ici au Québec ou en francophonie. C'est vraiment très anglophile. Wuthering Heights, c'est comme un des grands classiques de la littérature britannique. Mais c'est Emerald Fennell quand même qui est derrière ce projet-là. Une version un peu cochonne. Je pense que c'était déjà un peu érotico-gothique dans le roman original, mais effectivement, ça a l'air très Peux-tu me rappeler? C'est ça qui est avec Margot Robbie et Jacob Elordi? C'est ça, ok. C'est ça, j'avais mêlé avec... T'as un très beau couple à l'écran. Ouais, c'est chaud, déjà d'avance. Et Emerald Fennell, quand même, qui avait étonné avec son Saltburn. Elle est capable d'aller dans une proposition audacieuse. De l'autre avant... Au moment que j'ai oublié son titre. De Vengeance. Oui. Bref. Oui, c'est ça. Criez-le à la maison. Et donc, Margot Robbie est également productrice parce que je pense qu'elle a produit tous les films de Emerald Fennell jusqu'à présent. Là, fait que... Ouais, puis sauf erreur, peut-être des gros blockbusters à cette heure, un peu comme Brad Pitt, elle met son doigt de production dans pas mal tous les projets auxquels elle est attachée. Là, oui. Puis elle pousse quand même beaucoup des nouvelles visions, des nouveaux cinéastes. Fait que c'était tout à son honneur. Et le film a fait jaser il y a quelques mois. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais Netflix était prêt à débourser la somme colossale de 150 millions pour distribuer le film. Pour distribuer, c'est-à-dire l'enterrer sur leur plateforme. Oui, effectivement. Ouais. Et eux le rendre bien hot pendant une semaine, puis après, le laisser mourir. Et finalement, Robbie a refusé parce qu'elle avait quand même un premier droit de regard avec Warner suite au succès de Barbie. Et elle a accepté beaucoup moins d'argent, donc 80 millions avec Warner. Pour qu'ils sortent pour vrai au cinéma, puis dans des festivals. Fait que quand même. Oui, Lucky Chap. Oui. Mais quand même, c'est quand même audacieux. C'est une grosse somme d'argent que tu laisses sur la table, mais c'est tout à son honneur. J'ai hâte de voir avec Jacob Elordi, là, tu sais, qui... Il n'y a pas juste l'argent dans la vie, dans le sens que si le problème avec le deal qu'elle a fait avec Warner fait qu'elle n'a pas perdu d'argent puis que tout va marcher puis qu'elle a financé d'autres, là, maintenant. Avoir 100 millions, avoir, je sais pas, 8 millions dans ton compte ou 450, ça va, là. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir le statut de Jacob Elordi qui, on sait, jusqu'à présent, évite un peu de jouer ce rôle-là. D'aller dans des films plus indépendants, dans des rôles plus audacieux. C'est comme si son role model, faudrait que tu demandes si tu le crois sur un tapis rouge. Ouais. C'est un peu à la Robert Pattinson, justement. Bien qu'il a commencé par Twilight, rapidement, il s'est dit non, je veux pas aller faire ça. Ou DiCaprio. Après Titanic, effectivement, je pense que c'est un peu ça. Fait que, mais là, il y a le rôle parfait pour faire rêver les jeunes demoiselles et que c'est les jeunes hommes aussi. C'est bien correct. J'ai envie de faire une plug tout de suite parce que j'ai parlé de DiCaprio. On va reparler de lui dans 2 semaines avec One Battle After Another. Mais le nouveau magazine Mon Ciné est en kiosque et on fait un portrait. Notre collègue Daniel Racine fait un portrait de Leonardo DiCaprio justement dedans et il parle entre autres de ça, ses choix de filmographiques, dans le fond, de ne pas être allé dans... Mais pas la facilité, mais c'est plutôt, disons, une facilité financière, mais qui aurait pu tranquillement le catégoriser dans Pretty Boy, puis ça, comme pour les filles, ça marche une couple d'années, puis après, ben là, t'as pas réussi à prouver que t'es un bon comédien, puis t'es rendu trop vieux pour faire le jeune beau, fait que t'es perdu. C'est plus éphémère, effectivement. C'est ça, fait que lui, il a vraiment refréné ça, puis il est allé faire du cinéma sur sa collaboration avec toutes les... Martin Scorsese l'a beaucoup aidé d'avoir fait 4 films avec lui, etc. Bref, on parle de DiCaprio bientôt. Oui, tout à fait. Donc, mais curieux de voir Wuthering Heights. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être vraiment
Écoute, on a nommé disons, la prochaine année, là, on a nommé évidemment une couple de gros blockbusters de Mario, de Avatar et tout, mais je pense qu'il va y avoir vraiment des beaux films. Puis ça sera pas les gros canons, là, mais c'est peut-être souvent de même aussi le genre de film qu'on aime, mais je crois que ça va être le cinéma plus alternatif qui va être vraiment intéressant cette année. Mais j'ai inclus là-dedans le Paul Thomas Anderson qui sort dans 2 semaines, même si on disait que c'est une folie pour Warner d'avoir mis 100 millions dans ce film-là. Ben oui, c'est 100 millions pour un film d'auteur. Là, et d'ailleurs, Spielberg a dit que c'était un chef-d'œuvre. Bon, voilà. Que, puis l'été prochain, The Odyssey. Ouais. Fait que ça, je pense qu'on est rendu dans le blockbuster, par exemple. Rendu là, 150 millions et plus pour Chris Nolan. Rendu ce qu'il fait, c'est plus du cinéma d'auteur tant que ça. Non, c'est ça. Mais bon. Fait que parlons d'adaptation. OK. Allons-y avec la sortie de la semaine. Je pensais que tu avais d'autres nouvelles. Il faudrait attaquer. Donc, The Long Walk de Francis Lawrence. Oui, au Québec, Marche ou crève, à ne pas confondre avec le Die Hard 3. Ouais. Qui porte mieux son titre ici parce que c'est littéralement ça qui se passe. On a un futur dystopique, une Amérique en crise, les États-Unis vont pas bien. Il y aurait eu une espèce de guerre qui aurait divisé les États-Unis et là, le pays est pauvre. Fait que pour relancer ça, puis encourager les gens à retravailler puis redoubler d'ardeur pour remonter l'économie du pays, bien, on a organisé le Long Walk, une fameuse marche où des jeunes hommes s'inscrivent, marchent non-stop jour et nuit, pas le droit de s'arrêter pour leurs besoins de base ou quoi que ce soit. Et chaque fois qu'ils descendent sous la vitesse de 3 miles par heure, ce qui doit être 6 km/h à peu près, j'ai oublié de calculer ça. Puis là, ils se font gonner dans la tête. Donc, alors, en fait, c'est 50 candidats, un par État, qui sont choisis. Ah, c'est ça, OK. Ouais. Voilà. Et voilà, fait que ces jeunes hommes vont marcher tout le long du film pour savoir qui en sortira vainqueur et qu'est-ce qu'on fait de toute cette situation-là. Au générique, on a des jeunes comédiens, mais tous très talentueux. Que pour la plupart, on a déjà vu à gauche et à droite. Fait que c'est le fun de comme les voir réunis ensemble dans un même film. La tête d'affiche, Cooper Hoffman, le fils du défunt Philip Seymour Hoffman, qui nous a été révélé dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Il était dans Saturday Night. David Johnson, qu'on a découvert l'été dernier. Alien Romulus, il jouait l'androïde. Charlie Plummer, qui à l'époque, All Money in the World, il a fait d'autres choses. Ben Wang, qu'on a vu dans Karate Kid plus tôt cet été. Et je dois avouer que je l'avais pas reconnu pantoute. C'est quand j'ai lu au générique que le général, lui, qui donne les ordres et qui est une espèce de dictateur, c'est Mark Hamill. Mais oui. Pas de barbe, avec tu vois, une petite capine, des grosses lunettes fumées tout le long. Je l'ai pas reconnu pantoute. Je me demandais c'était qui. J'étais là. Je me disais, c'est ce genre de rôle, en le voyant, que ça va être un acteur connu, tu sais. Puis je l'ai pas reconnu. Puis je dis, ils sont allés à l'inverse. Quelqu'un qu'on sait pas c'est qui, il y a pas tant de phrases dans le film, tu sais. Fait que pour que ce soit plus crédible, finalement. Ah ben non, c'est quelqu'un de connu que moi je n'ai pas reconnu. Puis c'est drôle parce qu'il vient jouer dans 2 adaptations de Stephen King parce qu'il était également dans The Life of Chuck il y a quelques mois. Ouais. Donc. OK, celle-là puis l'autre. Ouais, c'est ça. Une autre non, donc okay. Coup sur coup. Et voilà. Fait que. C'est ça. Finalement, c'est un film. Ce qui est un peu trompeur, c'est que j'ai compris la bande-annonce. On veut nous mettre... ça va être un suspense, ça va être haletant, il marche, mais il y a du monde qui meurt. Oui, mais ça reste un film de dialogue, surtout. C'est des jeunes qui vont... On va comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, personnellement, dans leur situation, dans les États-Unis d'Amérique à ce moment-là. Dans l'Amérique du Nord, peut-être. Qu'est-ce qui se passe à force de leur dialogue entre eux, puis il y en a qui vont se lier d'amitié, mais c'est une amitié absurde parce que ça va juste finir quand il va en rester un, fait que les amitiés que tu te fais là vont mourir, tu sais. Puis contrairement à un Hunger Games où il y a plus un jeu de cachette, puis il faut aller tuer l'autre, ils n'ont pas à se tuer entre eux, ils finissent soit par se décourager psychologiquement ou que leur corps les lâche. C'est pas mal tout ça qui va arriver, puis tu sais... C'est pas un spoiler, mais tu sais, il marche pendant genre 7 jours, là, c'est 500 km à peu près qu'il marche, là. Non-stop. Fait qu'il y en a qui sont au bout de leur sang, de leurs pieds, qui se brisent des affaires, puis d'autres qui disent juste à un moment donné, j'abandonne, c'est fini. Ouais, puis il y a quand même quelques scènes assez graphiques quand c'est même. Puis au bout de ça, au bout de ça, ils reçoivent une grosse somme d'argent, puis ils ont le droit à un vœu, un souhait. Pas un souhait magique, là, mais quelque chose d'autre que la somme d'argent qu'ils peuvent demander. Fait que ça devient un enjeu dans leur discussion qui va demander quoi. Mais oui, les morts sont extrêmement graphiques et violentes. Fait que ça vient vraiment contrebalancé. C'est un film qui est 13 ans et plus horreur, là, c'est pas dans le 16. Fait que tu sais, fan de films d'horreur, c'est
pas tout à fait ça. Fan de drame, vous allez peut-être le trouver edgy un peu. Fait que au centre du diagramme de Venn, il y a quelque chose, espèce de drame dystopique trash. Écrit par J.T. Mulner, qui avait offert... j'ai oublié de noter, mais le film indie là, qui avait... il se faisait passer pour un tueur en série, là, puis il se promenait en char, puis il courait après une fille. Ah oui, on se souvient de ça. oui, un petit peu. VVS Film qui distribuait ça. C'était Strange Darling. Strange Darling, c'est ça, dont l'autre petit... le directeur photo, c'était... oui, Giovanni Ribisi. Oui, c'est ça, Giovanni Ribisi. Fait que fait que c'est super cool ce film-là qu'il jouait, réalisait, puis là il écrit ça, il adapte des trucs, Mulner. Mais comme tu as dit, c'est adapté de Stephen King. Ouais, et ça, tu peux m'en dire plus là-dessus. Même plus précisément, de son alter ego, Richard Bachman. Parce qu'à une certaine époque, King est quand même un auteur très prolifique depuis le début de sa carrière. Puis aux États-Unis, c'était un peu la norme de l'industrie, c'est comme un roman par année. Puis je pense qu'il y en avait plus dans son tiroir. Donc, il a créé ce pseudonyme-là, Richard Bachman, pour pouvoir en publier plus. Puis en même temps, dévier un peu de son style de roman d'auteur pour lequel il était plus associé. Fait que Bachman, on était plus justement dans les trucs de science-fiction. The Running Man, entre autres, a été écrit sur ce pseudonyme-là. Il en a fait 6 ou 7 au total. Mais ce qui est intéressant, c'est que The Running Man est son premier roman qu'il a écrit. The Running Man ou The Long Walk? Pas The Running Man, excuse-moi, The Long Walk. Ouais. Alors qu'il était étudiant à l'Université du Maine, même si c'est Carrie qui a été publié en premier, mais c'est The Running Man qui est vraiment son. Fait qu'il l'avait comme mis sur une tablette, puis il attendait. Ou qui a été proposé, puis que ça avait été refusé, puis finalement, des fois, tu le retravailles des années plus tard. Puis ça a été quand même écrit en 66-67, quand même. Puis je pense que c'était probablement une allégorie aussi de la conscription de la guerre du Vietnam, tout ça, là. Je trouve qu'on est beaucoup dans ces thèmes-là. Fait que bref, mais moi, ça a été une belle surprise, honnêtement. C'est le genre de film, tu sais, ils auraient pu l'échapper. C'est quand même audacieux comme proposition. C'est ça le défi de réalisation pour Lawrence. Puis je comparais avec Hunger Games, mais c'est Francis Lawrence qui a réalisé tous les Hunger Games. Effectivement, sauf le premier. Donc, il connaît... fait qu'il est arrivé au deuxième, fait qu'il connaît bien ces environnements-là. D'ailleurs, je pense que Susan Collins... c'est un petit peu, je pense, peut-être inspiré de Long Walk. Ouais, c'est ça. C'est un cas de là, le film arrive après les autres, mais dans le fond, c'est plus vieux que comme le fameux John Carter. Là. C'est souvent l'exemple, parce qu'il y a un échec commercial, parce que tout le monde a fait je connais cette histoire-là, mais c'était le mother of it all, mais on l'a fait plus tard, en tout cas. Fait que bref, je sais que c'est pas un film pour tout le monde, mais si vous aimez ce genre-là, vous voulez voir quelque chose un peu différent quand même, de percutant quand même aussi. Là. Moi, j'ai bien apprécié dans The Long Walk. C'est vraiment bien réalisé, honnêtement. Francis Lawrence maîtrise ça bien, fait un film intéressant. Puis ses comédiens, il les dirige magnifiquement. Ils sont tous très, très bons. Puis les deux principaux, évidemment, Cooper Hoffman, puis l'autre, tu vas me leur dire son nom, qui était dans Alien. David Johnson. Ouais, qui vraiment... les deux forment un bon duo, honnêtement, très touchant par moments. Fait que, très intéressant. Fait qu'on est très loin des Stephen King des années 90 où ses adaptations, c'était souvent des navets, là. Il y a beaucoup de TV movies. Ouais, aussi. C'est quoi ton... là, c'est sûr que le prochain Running Man n'est pas sorti encore, mais à présent, c'est jusqu'à présent ton adaptation préférée de Stephen King. T'es-tu sur le Shining, toi? Ou Non, pas tant. Je suis pas... fait pas partie de mes films préférés. Tu sais, si je vois Stephen King, toutes catégories confondues, je pense qu'il faut que j'aille pour The Shawshank Redemption. Là, c'est là que j'allais. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Tout à fait. Sinon, Stephen King, horreur. Je pense que le premier Pet Sematary, l'original en 89, était quand même très efficace. Puis il y a le Christine aussi de John Carpenter. Je pense que je préfère The Shining. J'ai pas vu Christine... Mais faut pas que j'oublie Carrie quand même, qui était le premier. Puis je l'ai jamais vu non dans plus. Les très bons. Il manque une couple de classiques comme ça. Ouais. Mais je pense pas qu'il va passer à l'histoire. Mais le Monkey de Oz Perkins était vraiment le fun. Mais c'est pour une short novel et tout. Là. Je pense que c'est le genre de film que je pourrais réécouter quelques fois dans des rétrospectives d'Halloween. Là, justement, il est le fun. Une comédie d'horreur un peu absurde, pince sans rire peut-être. Là. Cynique. Voilà. Dans les autres films... excuse-moi. Je vais juste revenir rapidement parce que j'avais quand même
Un petit fun fact. Ben oui. Ça fait longtemps que le film, quand même, était. C'est promenant différents réalisateurs parce que bon, le roman est paru en 1979. À la fin des années 80, c'était George Romero, quand même, qui voulait l'adapter. Après le Walking Dead. Non, c'était pas des Walking Dead, mais il a fait. Night of the Living Dead. Ouais, of the Living Dead, c'est ça. Mais des zombies qui marchent, là, c'est. Ouais, c'est ça. Frank Darabont, effectivement. Lui qui est derrière Shawshank, The Green Mile et tout ça. Plus récemment, c'était James Vanderbilt, dont son film Nuremberg s'en vient. Mais Vanderbilt, Nuremberg, c'est comme on dirait un aparté sur son CV parce qu'il a écrit entre autres les 2 Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Il a fait beaucoup dans l'horreur. Il a fait les 2 derniers Scream aussi comme scénariste. Fait que touche à tout. Ouais, vraiment. Bref, à un moment donné, il était supposé réaliser, scénariser de Long Walk. Ça, c'est pas concrétisé. Fait que voilà, je vais juste revenir là-dessus. Une bonne version, en fait, qu'on a réussi à avoir aujourd'hui en 2025. Ouais. Fait que restons dans l'horreur. Oui, vas-y. Rapidement, les autres sorties du 12 septembre, mais qu'on n'a pas vu faute d'intérêt et de connaissances. Il y a le 3e volet, Downton Abbey, de Grand Finale, et la grande finale. Où on parle de divorce et statuts sociaux. Honnêtement, c'est une série que j'ai pas suivie, j'ai pas écouté. Ça a joué de 2010 à 2015, un gros succès. C'était la BBC, je pense. Ouais, à l'origine. Surtout quand ça a débarqué sur Netflix, que ça a comme explosé. Puis, mais c'est aussi l'ère 2010-2015, le monde achetait beaucoup des coffrets DVD encore, là, fait que ça fonctionnait beaucoup. Mais je pense beaucoup pendant le confinement. Moi, j'ai vraiment pris connaissance du phénomène pendant la COVID et tout ça. Fait que les gens ce qui a peut-être aidé, ce qui est singulier, c'est que c'est le 3e film, mais tous les films étaient post-série télé. Fait que la série était de 2010 à 15, mais les films ont été 2019, 2022 et là 2025. Fait que pour ça, 2019-22, peut-être dans le confinement, le monde se retapait ça. Il venait d'avoir un film, l'autre avait été annoncé, fait que ça a dû relancer tout ça. Et ici, c'était sur des plateformes d'écoute en continu. Fait que c'est Simon Curtis qui reprend la réalisation, lui qui avait aussi été à la barre du 2e film. Alors voilà pour les fans. Et aussi dans l'animé Demon Slayer Infinity Castle qui prend l'affiche, il a pris l'affiche jeudi soir, donc en fin de semaine, ça s'annonce pour être un des animés japonais avec les records de box-office, au moins pour l'Amérique du Nord. J'ai cru comprendre que parce que je connais vraiment pas ça, mais tu sais, Demon Slayer, c'est une série animée, d'animé japonais. Puis souvent, ce qu'on fait dans l'animé, c'est qu'on pacte les épisodes, puis ça fait comme le lancement de la saison. Puis c'est pour ça que ça fait des gros box-office, mais que ça s'effrite rapidement. C'est juste les fans, ils vont premier soir, premier week-end, puis tout de suite après, ça drop. Mais là, c'est tellement comme un gros coup et voire lucratif que là, pour Demon Slayer, je pense que la série télé n'est plus, puis c'est juste rendu des films. C'est à prendre avec un grain de sel, là, peut-être que je me fourre. Là. Fait que c'est pour ça que ça fait encore plus des gros hits. C'est vraiment original. Ouais, c'est ça, puis qui est moins comme des épisodes répétés et tout. Fait que sinon, c'est pas vraiment comme ça. Puis un de mes collègues nos collègues m'a dit que là, il en restait un ou deux, puis que ça allait être ça, juste des films puis des séries télé. Fait qu'il va en avoir d'autres Demon Slayer. Je pense que c'est une longue durée. Hein? C'est toi qui me disais, c'est 2h40. 2h35 comme faut. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Puis comme tout genre, je pense que les fans vont être au rendez-vous. Là, mais ça, c'est pas le genre de film qui est 12 semaines à l'affiche, là, c'est un hit and run Surtout que c'est un des mangas les plus populaires de Demon Slayer. Parce qu'il est disponible en papier, en animé, en Bubble Funko Pop, en tout. Bubble Tea. Pour les sorties du 12, revenons aux sorties du 5. Il y avait une franchise que tu apprécies bien. Parce que là, c'est l'automne. L'automne, c'est les festivals, c'est plein de choses, mais c'est le début du marathon des films d'horreur. Ceux qui n'aiment pas ça, vous trouvez qu'il y en a quand même à l'année longue, mais là, septembre-octobre, ça cartonne. Ouais, puis on l'a comme devancé un peu. On l'a sorti très tôt, le 5 septembre, le dernier Conjuring Last Rites. Je pense qu'il avait fait pareil pour les nonnes aussi. Il sortait plus en septembre que vraiment le octobre. Qui espère de se rendre jusqu'à l'Halloween. Ouais, ou peut-être profiter d'un buzz plus long, même si à la limite, il n'est plus là à l'Halloween. T'as quand même un bon 4-5 semaines devant toi, tandis que si tu sors ton film d'horreur le 20 octobre, là, tu as comme une semaine, 2 semaines. Surtout que cette année, l'Halloween, le 31 octobre, est vraiment un vendredi. Fait que je pense que les films vont plus essayer de sortir les semaines précédentes que là, sinon c'est trop flush. Ouais, c'est ça. Fait que le 4e volet de Conjuration, mais le 8-9e de l'univers, là, si on inclut les nonnes et les Annabelle. On retrouve Vera Farmiga et Patrick Wilson dans le rôle de Lauren et Ed Warren. On est en 86, c'est donc le plus actuel, le plus contemporain des
des films de la série. Donc, cette démonologue, lui est démonologue, elle est médium, en tout cas, ce couple-là. Elle a le pouvoir de médium, finalement, d'entrer en contact. Lui, il récite des bibles puis il brandit des crucifix, mais c'est pas un prêtre non plus. Là. Fait que cette famille est parfaite du genre du Midwest. Avec leur fille, maintenant d'âge à se marier, là, genre 20 ans. Début 20 ans. Vont enquêter sur des fameuses forces maléfiques qui tourmentent une famille ouvrière de la Pennsylvanie, issue d'un miroir hanté et plein de démons. Et ça va les ramener à une vieille histoire de démons de leur tout début. Et aussi, ils disent qu'ils peuvent plus vraiment faire ça parce qu'ils s'en viennent vieillissants et que Ed a des problèmes cardiaques et des choses comme ça. Mais quand une belle famille gentille va être en danger, ça va pas les empêcher de reprendre du service. Ouais, mais là, ce qu'on réalise, c'est comme c'est leur fille biologique, là, peut-être qu'elle aussi, elle aurait des pouvoirs ou du moins une connexion avec l'au-delà qui pour le meilleur et pour le pire. Alors, voilà. Donc, transmission de pouvoir, transmission de valeur, box-office éventuel, oui, peut-être. De projet de film. On sent le passage de la... Comment on appelle ça? Du flambeau. Oui, c'est ça, du volant. Parce qu'on l'a annoncé, et c'est dans le marketing, que c'est le dernier film de la série mère, ou en tout cas avec les comédiens... Patrick Wilson. Ouais, c'est ça, donc de Ed et Lorraine. Pas impossible, ils vont peut-être faire une petite apparition de moment donné dans d'autres projets. Fait que, écoute, moi, j'avais été déçu par le précédent, le troisième. Devil Made Me Do c'est It. ça, en 2021. Pourtant, c'est le même réalisateur qui revenait, Michael Chavez. Ouais, là, c'est lui qui s'étape tout les spin-offs. C'est un peu à la David Yates pour Harry Potter. Là. Ça fait 4, c'est go-to director. Mais honnêtement, on revient à la formule plus classique parce que le troisième dévie un petit peu. Fait que bonne histoire de maison hantée, famille dans le besoin. Fait qu'on réinvente pas la roue. Je trouvais assez efficace pour ce que c'est. C'est pas le meilleur, évidemment. Le défaut, je les ai pas tous vus, mais le défaut, c'est que le film dure 2h15. Puis, tu sais, la première heure, on bâtit beaucoup sur, justement, le leg des personnages, sa fille, qu'est-ce qu'elle a vécu, elle a un amoureux, il voudrait l'épouser, les parents, les problèmes cardiaques. Puis là, on revient, ah oui, c'est vrai, il y a aussi une famille qui a des problèmes, puis on les voit de plus en plus. Puis là, à partir de la deuxième heure, là, les Warren vont plus enquêter, puis là, il va y avoir plus de problèmes, puis tout. C'est pas des effets horrifiques renouvelés, mais sont vraiment bien conduits. Chavez sait ce qu'il fait, c'est du horror flick avec des jump scares puis des affaires comme ça, de qualité. Ce qui aide, c'est que tu sens que Wilson Farmiga aime ces rôles-là, sinon à un moment donné, il aurait arrêté d'en faire, il en ferait pas autant, puis ça serait faux, je pense, de prétendre qu'ils font juste parce qu'on les casse juste pour ça, puis ils ont besoin d'argent, puis tout. Je pense qu'ils aiment vraiment cet univers-là. Probablement travailler avec Chavez, travailler avec James Wan. Je pense qu'entre eux, ils ont l'air à bien s'entendre aussi. Ça se sent à l'écran, je pense. C'est vraiment honnête, puis je veux dire, je sais plus c'est quoi l'autre adjectif, là, pour dire que pas bienveillant, là, mais en tout cas, c'est ressenti. Là, je pense qu'il apprécie vraiment ça, probablement que ça... Quand il y aura un Blu-ray là, avec des behind the scenes, là, on va les voir pleurer sur le dernier jour de tournage en disant c'est peut-être la dernière fois, puis tout, c'est sûr, je le sens. Puis ça a fait, je pense que c'est le record de la franchise pour le premier week-end. Ça a déjoué les pronostics. Ouais, on annonçait 40-50 millions, ça a fait 85, je pense. Fait que, énorme. folie. Fait que les gens ont toujours d'appétit pour cet univers-là. Je pense au nouveau marketing en vendant ça comme le cas qui a brisé leur carrière et tout ça, ce qui me fait bien rire. Parce qu'avec l'univers de la Conjuration, il faut beaucoup... inspiré de faits réels. En là, prendre, c'est ça, en laisser, je veux dire, parce que c'est ça. On a construit toute une mythologie alentour d'eux, mais que finalement, 3/4 est tout inventé là, pour le scénario du film. Et même avec leur fille, d'ailleurs, Judy, qui, pendant longtemps, n'a pas été du tout impliquée dans les trucs de ses parents, s'en tenait loin, puis elle a juste repris le flambeau un peu familial en 2019, lorsque sa mère est décédée, Lorraine, puis elle a pris en charge l'institut là, de paranormal qu'ils avaient. Les droits financiers qui se viennent avec tout ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'elle est comme, à cette heure, ce qu'il faisait qui était très... étrange, là, c'est rendu une entreprise multimillionnaire parce qu'il y a des droits pour le cinéma et des choses comme ça. Puis tu sais, ce qu'on dit dans d'autres écrits, c'est pas ça qu'ils mettent dans le film. C'est dans le film, ils ont aidé à faire des dépossessions, j'ai oublié comment ça. Des exorcismes, des choses comme ça. Mais tu sais, dans les faits, on dit que c'était peut-être plus
ont aidé avec des gens qui avaient des problèmes de maladie mentale puis des choses comme ça. Ben, parce que là, beaucoup, on peut y croire, mais je veux dire, à date, il n'y a rien de prouvé non, là-dessus. Puis, on n'est pas dans Ghostbusters non plus. Il n'y a pas des fantômes. Encore moins de ce qu'on voit à l'écran, là, parce que, évidemment. Mais si vous voulez en savoir un petit plus sur ce cas-là, qui est la famille Smurgle de Pennsylvanie, il y a quand même beaucoup de documentation. Puis ça s'est déroulé quand même sur une longue période d'années, au milieu des années 70 jusqu'en 89. Fait qu'il y a beaucoup de reportages télévisés, tout ça sur eux, mais tous les experts qui sont allés, qui ont même passé 2-3 jours sur place, ils ont rien décelé. Là, puis mais la famille qui a acheté la maison après non plus, il n'y a eu aucune autre occurrence. Ben là, les Warren étaient passés, c'est normal. Mais tu sais, quand tu vas dans... c'est toujours genre avec un truc d'antiquaire, de vieilles pièces de mobilier super gothique. Là. T'es comme, achetez pas ça. C'est creep juste en la regardant. Le miroir avec des petits bébés anges incrustés. Le miroir est fendu. C'est comme, on l'a acheté pareil. Puis c'est comme, achetez pas ça. Là, achetez-vous une paix d'esprit. Prenez des meubles Ikea, tabarnouche. Et enfin, pour les amateurs de l'univers Conjuring, ben, ce n'est pas la fin parce que on a officiellement dit que ce serait la fin de la phase 1 seulement. Je ne sais pas combien de phases qu'ils ont sur ça, ils ont-tu annoncé ça en début de semaine, mettons? La semaine dernière. Avant la sortie? Ouais. OK, parce que je savais pas s'ils avaient fait justement un peu comme Superman, genre, c'est le dernier film, premier week-end, 85 millions. Non, parce qu'il y a une série télé qui est déjà en préparation. OK, mais avec d'autres curés, personnes. Rien donné plus de détails, mais qui s'appelle The Conjuring. Donc, est-ce que ça va être peut-être avec le personnage de Judy, puis qu'on va vouloir développer plus des mini-séries, des trucs de 4-5 épisodes? Ça va être à suivre, mais ça, c'est annoncé. Mais ils ont vraiment dit que ce serait juste la fin de la phase 1. Fait que... Vraiment, les nouveaux termes populaires à Hollywood, les fameuses phases. Bon, quittons l'horreur pour la suite. Complètement ailleurs avec la venue de l'avenir de Cédric Klapisch. Oui, comme je mentionnais d'entrée de jeu, un gros succès en France cet été. Accrochez-vous, c'est assez singulier comme prémisse. On est monde contemporain 2024. Il y a une trentaine de personnes qui sont toutes issues d'une même famille, même s'ils ne se connaissent pas pantoute. La manière la descendance, on se perd, là, puis on fait plus des parties de petits cousins. Ils apprennent qu'ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Puis là, il y a 4 d'entre eux qui vont s'occuper de plus en faire l'état des lieux, puis découvrir qu'il y a des tableaux, puis d'une certaine valeur dans la maison. Parce qu'il y a un conglomérat qui veut acheter la maison. C'est ça. Fait que là, il faut qu'ils prennent des décisions et tout. Fait que là, ils vont essayer... Ils vont enquêter sur le passé de leurs ancêtres. Leurs ancêtres qui vont découvrir que c'est Adèle qui avait quitté la Normandie à 20 ans à peu près pour aller s'établir à Paris en 1895, donc au moment très florissant en pleine révolution industrielle et culturelle. Fait que pour ces 4 cousins-là, ben, le voyage va devenir très introspectif dans leur généalogie, puis va leur faire découvrir ce moment qui était tellement particulier à la fin du 19e siècle dans la France et dans Paris, où la photographie s'inventait et l'art d'impressionnisme naissait. Fait que là, ça va donner comme, dans le film, un face-à-face ou un clash entre ce qui se passe en 2024, qui font en plus des réunions Zoom, des choses comme ça, et ce qui se passe en 1895 avec ce personnage-là. Puis des fois, dans certaines séquences, on va voir comme un mélange des deux dans certains lieux et tout. Là. Mais il n'y a pas de communication à travers le temps entre eux nécessairement. Il faut dire que le personnage d'Adèle, elle part à la recherche de sa mère. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est pour ça qu'elle quitte, parce qu'elle avait été un enfant orpheline, un peu abandonné. Au générique, ben, il y a des gros noms parce que c'est un Klapisch, c'est un gros film, les gens aiment tourner avec lui. Suzanne Lindon qui joue cette jeune fille en 1895, mais dans le contemporain, il y a Vincent Macaigne, Julia Piaton. J'oublie c'est qui les autres exactement, mais là, dans le passé, Vassili Schneider, Paul Kircher, Cécile de France est dans le présent, Sarah Giraudot dans le passé qui joue sa mère et tout. Fait que c'est des gros noms français pour ceux qui suivent le cinéma français. Un film qui fait une espèce de... il sert pas juste à dire c'était bien mieux avant, mais il y a quand même une espèce de reconnaissance de justement cette époque-là. Où... Il y a un romantisme au film. Ouais, c'est ça. Au passé. Fait que sans vouloir donner une leçon là, dedans, là. Mais c'est sûr qu'il y a une lettre d'amour à Paris, mais pas comme juste Paris, baguette et Tour Eiffel, mais... C'était un lieu de culture et d'effervescence. C'était une métropole, une capitale. Il s'en est passé des choses là-bas. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'est un film très bien
classique, mais classique bien fait. Clapiche nous surprend un peu parce que je pense que c'est son premier film d'époque. Il est toujours très dans le moderne. Ouais, il a fait un film de danse puis des choses comme ça. Ouais, fait que, mais c'est vraiment un amoureux du Paris de cette époque-là. D'ailleurs, j'ai lu que son premier court-métrage se déroulait dans ces années-là. Fait qu'il y avait toujours ce désir-là de faire un film historique. Donc, c'est un film, évidemment, tous les scènes du passé sont magnifiques. Il s'est inspiré des tableaux des impressionnistes, de la lumière de cette époque-là. Fait que les cadrages reprennent des cadrages de tableaux. Fait que c'est très beau à voir sur le grand écran. Je le recommande fortement. Ça donne toute la dimension à la qualité des images. Histoire qui est vraiment très sympathique. C'est pas une histoire où on a des punchs, où on va être complètement renversé, mais je pense qu'on a un sourire tout le long. C'est agréable, c'est sans prétention. C'est vraiment agréable à écouter. Oui, et porté par et Suzanne Lindon, qui est une comédienne que j'aime beaucoup, qui commence à prendre de plus en plus de galons. Elle a vraiment une espièglerie dans son regard, dans son sourire, qui est contagieux. T'as le goût tu t'attaches à elle, t'as le goût d'en savoir plus son personnage. Puis ce qui est quand même un peu curieux, je trouve que physiquement, elle ressemble beaucoup à un jeune Romain Duris, qui est la muse de Clapiche quand même. C'est comme si c'était une Romain Duris féminin. Oui, pour ceux qui ne replacent pas, Clapiche, c'est les auberges espagnoles et tout, là, la trilogie, tout ça. Là. Les poupées russes, donc fait que je fais ça comme tout le long, je me disais, on dirait Romain Duris en femme. Qui est la fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Oui, tout à fait, qui est un bon mélange des deux. Donc, écoute, vous voulez juste quelque chose de léger, feel good. Léger, mais pas léger débile. Là, non, juste... Pas cerveau à off, là, mais oui, agréable. Tu sais. Puis il y a eu quand même un très bon premier week-end pour le film, fait que tant mieux. Oui. Restons dans le léger, parce que moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Oui. C'est Avignon de Joanne Dionnet. Est-ce qu'on dit Joanne ou Johan? Johan. C'est un mec. Oui, c'est vrai, Johan. Oui, c'est un film, une comédie romantique sur le théâtre et surtout le Festival de théâtre d'Avignon, qui est un haut lieu de je sais pas ça dure combien de temps, un festival où il y a plein de pièces de théâtre c'est comme 2 semaines. C'est ça, le genre de Cannes, ou je sais pas s'il y a c'est un festival, il doit y avoir des prix et des affaires comme ça, mais en tout cas, les gens vont beaucoup montrer leur pièce de théâtre, ils louent des endroits pour la présenter, espérer qu'il y a des producteurs qui viennent, des propriétaires de salles ailleurs en France et à Paris, puis là, qui achètent la pièce, puis c'est de même que ça les rentabilise. Fait qu'on suit Stéphane, qui est un comédien qui travaille plus dans de la publicité, puis des genres de vidéos, de quoi faire au bureau. Théâtre pour enfants aussi, beaucoup. C'est ça. Fait que, comme on dit dans le synopsis officiel, en perte de vitesse. Là, qui est un peu dans le... Il vit de son travail, mais disons qu'il il s'épanouit pas tant que ça, peut-être. Fait que là, il remplace dans une troupe qui fait ce qu'il appelle du théâtre, une pièce de boulevard, donc un genre de théâtre d'été de vaudeville, de genre Ciel, ma belle-sœur, puis en fait, je pense que c'est un gars qui veut écouter le soccer, puis sa belle-sœur débarque, puis il y a des problèmes, puis etc. Ouais. Fait que c'est une pièce de gag. Évidemment, on verra pas vraiment la pièce, nous, dans le film. Fait que pendant qu'il est là, il va recroiser dans la rue Fanny, une autre comédienne qui avait croisé dans un week-end d'atelier, c'est ça, de perfectionnement, je cherche. Puis il est vraiment sous son charme, fait que par un espèce de quiproquo, elle pense qu'il tient le rôle titre dans Cid de Corneille, qui est vraiment une grosse pièce. Puis, fait qu'il va comme laisser ça planer parce qu'il va se dire, ça me trouvait pas tant. Fait que là, puis il se rend compte que elle, la pièce dans laquelle elle joue, c'est en même temps. Fait qu'il est comme, tu pourras jamais venir me voir. Fait que parfait, à chaque fois, moi, je vais finir ma pièce, je vais venir courir ici. Fait que ça donne droit à plein de situations parce qu'il parle à l'équipe en faisant semblant qu'il est dedans. Puis eux sont comme, OK, c'est juste un gars trop fan qui vient, etc. Fait qu'on joue sur les codes de la comédie romantique, mais je trouve qu'on réinvente pas peut-être, mais on ravigore tout ça. Je trouve qu'il y a une belle fraîcheur à cette affaire-là. C'est sûr que ça va venir par y péter d'en face. Toute sa relation est basée sur un mensonge. Fait qu'il n'y aura pas de choix de dire la vérité. Puis comment on va prendre ça. Puis là, ça se met aussi à avoir une conversation sur la validité de jouer dans une grande œuvre de tragédie grecque, puis d'affaires comme ça, de grand texte, ou dans quelque chose qui est plus un plaisir populaire. Et les dessous de ça aussi, c'est que sa troupe trouve un peu traite de faire ça. C'est pas tout le monde qui est au courant. Il y a des amis plus proches. Est-ce que lui-même joue là-dedans, mais il déteste ça? Le metteur en scène, lui, il met tout son argent pour essayer de financer cette troupe-là, de payer l'hôtel, le bar, la location, le bar-spectacle pour qu'il puisse jouer, puis il espère que la pièce va pouvoir aller ailleurs, puis etc. Fait que il n'y a pas juste son enjeu romantique à lui, mais il y a
comme le spectre de le théâtre, dans le fond, puis la valeur, comme un peu on pourrait voir en cinéma, entre genre comédie comme Menteuse versus un gros drame. Est-ce qu'il y en a un qui a plus de valeur que l'autre ou qui est ultimement meilleur? T'sais, si t'aimes ça, c'est tout. Fait que... très intéressant pour ça. Je sais pas si t'allais venir. Fun fact, c'est Johan Dionnet joue dans le film. Il y a un des rôles secondaires là, dans la troupe. Mais initialement, il avait fait un court-métrage, dans le fond, où il y avait le rôle titre, puis c'est comme ce court-métrage-là qui a donné le long-métrage par la suite. Oui, tout à fait. Fait que, puis c'est comme un changement de cap, parce que Dionnet, je pense, joue plus souvent dans le drame. En tout cas, il était dans La Nuit du 12 il y a quelques années. Mais il était aussi dans Secret de Kéops. Oui, c'est vrai. Puis, fait que moi, c'est au-delà... En termes de comédie romantique, j'adore quand c'est bien fait, et c'est le cas d'Avignon. C'est pour ça que moi, c'était un grand coup de cœur. Je trouve qu'on respecte tous les codes du genre. C'est bien fait, c'est frais, c'est drôle, d'excellentes répliques. Mais en même temps, tout le côté un peu satire du monde du théâtre, je trouve rajoute une plus-value finalement. Ça, je m'y attendais pas ou je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est quand même très présent. Fait que les personnages sont hyper attachants, un peu sympathiques losers parce qu'ils veulent faire leur place, ils veulent connaître un succès, mais c'est un monde qui est tellement difficile à percer. Fait que c'est tous des gens de carrière, mais qui n'ont jamais réussi à jouer justement des trucs hyper sérieux, mais d'autres qui se plaisent qu'à faire du théâtre d'été puis qui sont bien là-dedans. Fait que je trouve qu'il y a vraiment de beaux moments et je trouve que c'est vraiment le charme du duo encore là de Baptiste Le Caplin, qui est un grand humoriste en France ici. Il est déjà venu, je pense, faire des galas ou faire des shows, mais peut-être un peu moins, mais là-bas, c'est vraiment une grande star. Et Elisa Erka, qui, elle, est un peu moins connue, mais qui a joué dans le court-métrage, donc qui avait ce rôle-là à l'origine. Et je trouve que les deux sont vraiment une belle chimie entre les deux. Fait que si vous voulez quelque chose de... Un feel-good movie, vraiment. Vous allez sortir là avec le grand sourire. C'est beau, c'est bien filmé. C'est hyper intéressant de voir les dessous aussi d'un théâtre, un festival que je connaissais pas. Pourtant, on connaît la ville d'Avignon avec le pont et tout ça. Mais on est moins dans le théâtre, toi et moi. C'est ça. Puis j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec Baptiste Le Caplin. Fait que l'entrevue est en ligne, l'entretien, sur monciné.ca. Super intéressant, hyper gentil, très généreux. Et ce qui est drôle, ce qui est ironique, c'est qu'il a déjà fait lui aussi le Festival d'Avignon, parce qu'il y a aussi des humoristes qui vont roder des spectacles et tout ça. Lui, c'était son deuxième one-man show. Et il passait juste avant Johan Dionnet, qui lui jouait après lui dans une pièce. Fait que dans la même salle qu'ils ont tourné leur pièce dans le film. Fait que je trouve ça c'est quand même drôle. C'est drôle, Il y a une dizaine d'années. Ben oui, bien avant que ça. Ouais, c'est ça. Et puis, ils ont tourné 2 jours en caméra cachée pendant le Festival d'Avignon aussi. Ouais, c'est ça. Mais en grande partie, tout a été recréé après. Donc, ils ont réinvité des comédiens à revenir pour recréer l'ambiance. Ils avaient gardé toutes les affiches du festival qu'ils ont replacardées dans la ville. C'est quand même une bonne job de DA à faire parce qu'on y croit vraiment là, que ça se déroule pendant le festival. Ouais, c'est ça. Puis autant, c'est complètement fou, mais tu sais, c'est plus simple que faire un tournage pendant cette folie-là. Non, c'est impossible. Ce serait comme faire un film sur la croisette du festival de Cannes. C'est comme, ça. Non, tu peux pas. Fermer les rues, c'est impossible. Puis le son et tout ça, c'est ce qu'il disait. On pourrait pas parler, faire nos dialogues. Tandis que dans un film, tout le monde fait semblant de parler, puis après, on ajoute un bruit de fond, puis ça fit. C'est ça. Fait que... hâtez-vous pour Avignon. Septembre, c'est une déferlante de sorties. Il y a des films qui sortent en masse, fait que les cinémas peuvent pas se permettre d'être très patients parce que la semaine suivante, il y a 3, 4, 5, 6 nouveautés. Fait que si les films s'accrochent pas dans le top du box-office, ça passe l'appel. Fait et je trouve ça plate qu'ils l'ont sorti un peu tard. Je trouve que ça aurait été vraiment une belle comédie d'été. Je trouve que ça aurait sorti au début de l'été. Là. Peut-être. Fait que, mais bref. On appellera le distributeur et on lui demandera. 2 autres films comme ça qui ont peut-être de la misère à rejoindre leur public, mais que j'ai pu voir la semaine dernière pendant que tu étais au TIFF. Je commence par Lurker, l'intrus au Québec de Alex Russell. C'est un film américain qui met en vedette Théodore Pellerin, qui est un excellent acteur, vraiment un excellent acteur. Si peut-être certains films qu'il a fait ne vous intéressaient pas, donnez une chance à l'intrus. Il y a aussi au générique Archimedekwe, qu'on a vu dans l'excellent Gran Turismo, mais aussi t'as parlé tantôt de le
film de Emerald Fennell. Saltburn. Il était là-dedans, justement. Et je nomme, parce que je sais que tu l'aimes bien, Havana Rose Liu, qui est aussi au générique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans Lurker? Théodore Pellerin joue Matthew, qui est... puis il joue tellement bien en anglais, il n'est pas un Québécois, il a aucun accent, il est excellent, ce gars-là. Là. Fait que il joue un personnage qui est plus solitaire, plus effacé, un peu introverti, qui travaille dans un magasin de linge un peu usagé, mais très cool. Puis là, arrive Oliver, qui est un artiste vraiment en vogue, montant. Puis lui, il est british, Archie, dans la vie. Fait qu'il joue ce fameux Oliver, star de la pop. Fait qu'il trouve des vêtements cool. Puis là, leur connexion se fait un peu. Fait qu'il dit « Hey, viens donc chez nous, je te trouve cool, tu montres ça. » Puis là, il se met à entrer dans l'univers de cette pop star-là juste par ses goûts esthétiques. Fait qu'il va faire un peu des photos, des affaires pour lui. Puis là, il va vouloir rester dans l'entourage de Oliver. Fait qu'il va avoir une espèce de jeu de coulisses avec d'autres. Puis t'as pas vraiment un contrat de travail clair non plus. Fait que t'es juste autour. Fait qu'il te donne un peu d'argent, logé, nourri, puis tu restes là. Mais toutes les autres, c'est comme un peu... plein de lionnes autour d'un lion, là, un peu, tu veux tout être là, rester, mais tu peux te faire tasser facilement, fait que ça va devenir vraiment vicieux. Puis, je comprends que, entre autres Saltburn, il y a eu d'autres films de ce genre-là, je pense qu'on a discuté avec d'autres mondes, celui de The Weeknd, qui a pas connu un grand succès, mais qui est sorti il y a quelques mois, puis de ce jeu-là, de rentrer dans la peau, puis d'être vicieux, puis pour arriver à ses fins. Mais c'est excellent. Ça risque d'être dans mon top de fin d'année. J'ai vraiment, vraiment aimé ça par le jeu de Madekwe et de Pellerin. Mais la manière que le montage est fait, les jeux de caméra, la direction artistique, tout ça est vraiment intelligent. Aussi, c'est comme un artiste, Oliver, qui est crédible. Un genre de beat, je suis pas si bon dans les artistes, mais néo-contemporain, là, très... ça veut dire la même chose, là, mais contemporain, de genre électro-pop, très justement de Weeknd ou Les Louanges au Québec, quelque chose de même. Fait que je sais pas qui a composé les chansons, j'ai oublié de checker, mais c'est très crédible. Des fois, on dirait que quand des films, que ce soit de musique ou autre chose, tu y crois pas que l'artiste vit puis existe puis est populaire parce que les gens qui, dans le réel, ont construit les œuvres pour lui, c'est pas assez bon, mais tout le style, la dégaine, ça fonctionne. C'est Alex Russell, le réal, c'est son premier film, mais c'est un producteur puis un scénariste pour la série Beef et la série The Bear. OK. Ouais. C'est pas un tout nu, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bon. Allez voir ça, c'est peut-être parce que je veux pas casser du sucre sur leur dos, mais c'est Mubi qui distribue, puis c'est aussi une chaîne de streaming. Là, pour l'instant, il est juste au cinéma. Fait que c'est peut-être pour ça que la sortie est moins agressive que d'autres distributeurs. Mais si vous y avez accès, je sais qu'il est au cinéma du Parc, qu'il est au cinéma Le Clap à Québec, je pense... Je suis pas certain s'il était à Sherbrooke, mais en tout cas, check it out. C'est vraiment bon. Et qu'est-ce que fait Havana dans le film? Comme un peu l'agente. Okay. Mais tu sais, tout le monde qui est autour de lui, c'est pas clair les rôles. Okay. Genre des amis de jeunesse qui ont l'air d'être faire un peu la sécurité ou du... Tu sais, comme c'est un artiste solo... Peut-être que les autres sont ses musiciens, mais c'est même pas clair s'il joue juste avec des tracks. Fait que c'est son entourage. Comme quand il disait que Snoop Dogg ou... c'était qui les autres? Même Renaud. Puis c'est comme quand Renaud allait en studio, il amenait genre 6 de ses amis pour se saouler la gueule le soir. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que son entourage, il faut qu'il l'aide dans son processus, mais il y a tellement de non-dits que ça devient super flou. Fait que, tu sais, Pellerin va être prêt à aller... Tu sais, jusqu'où il va faire des bassesses pour vraiment se garantir de rester là, puis prendre le contrôle, puis réaliser que c'est pas tant une amitié que tu veux que juste être là puis avoir l'air d'être ami. Parce qu'à un moment donné, il y a des moments où même comme il apparaît dans les stories Insta, les réseaux sociaux ont full d'importance dans le film, ben là, les gens le reconnaissent. Hey, comment tu fais pour être là? Puis tu sais, c'est super cool le clip que t'as fait. Puis c'est un peu comme... Hey, je mets des bâtons dans les roues de tout le monde autour de moi. Je peux pas te dire honnêtement que je fais ça. Faut que j'ai l'air d'être juste comme ah ouais, on est full amis. Puis c'est vraiment intéressant comme film. Et elle est bonne, Havana? Déçois-moi. Oui, c'est un rôle secondaire quand même. Oui, bien sûr. Splitsville, libre-échange dans son titre francophone. Dans le cas de Lurker et de Splitsville, c'est disponible version avec sous-titres français, mais il n'y a pas de deux versions françaises. Deuxième film, sauf erreur, de Michael Angelo Covino, qui avait fait The Climb, en fait, avec son bon pote Kyle Marvin. Ils co-écrivent et jouent dans les films, mais c'est Michael Angelo qui réalise. OK. C'est un film qui est une espèce de renouveau du vaudeville, là, du screwball slapstick, fait que pas trop débilos théâtre d'été, là, sans revenir. Pas juste premier degré, dans le sens, je trouve qu'il y a un peu plus de
inventivité dans la manière de le compter, là, si je peux dire ça. Je veux pas diminuer autre chose, mais il y a une petite fraîcheur dans tout ça. Alors, Ashley est une épouse, jeune épouse, qui avoue son infidélité à Corey. Donc, lui qui est un professeur d'éduc un peu bonasse, il va aller s'installer chez son meilleur ami Paul, qui est joué par Michael Angelo Covino, donc le réal. Qui lui est en couple ouvert avec sa femme Julie, qui est jouée par Dakota Johnson. Beaucoup de genres de rom-com pour Dakota Johnson cette année. Puis là, il apprend qu'ils sont couple ouvert, puis c'est pas ça qui le guide nécessairement, mais il se retrouve à avoir une soirée débat amoureux avec elle. Il va avouer ça à son ami en disant « Hey, je sais que t'es couple ouvert, mais j'ai fait ça. » Ça va créer la guerre. Ils vont chicaner à cause de ça. Fait que Corey va retourner vivre chez sa femme parce qu'ils sont pas encore divorcés. Puis elle a comme une galerie d'amants qui vont passer. Puis il va juste être comme très zen avec ça. Puis dire, regarde, fuck that, nous aussi on va être couple ouvert. Fait que couche avec du monde. Moi j'ai pas envie de coucher avec personne. Puis il va se mettre juste chum avec tous ces gars-là. Et ultimement, on va se demander, est-ce que eux-mêmes vont se demander, est-ce que le One Night qu'il y a eu avec le personnage de Dakota Johnson, est-ce que c'était juste un One Night ou finalement peut-être qu'eux seraient plus heureux ensemble et sans être un échange de couple, mais peut-être qu'il y aura une tension. Fait que ça va venir briser tout ça. Fait que comédie moderne sur l'ère de justement des couples ouverts qui sont supposés mieux balancer en disant financièrement, puis amoureusement, puis amicalement on est ensemble, mais sexuellement, il faut aller s'épanouir à gauche puis à droite, mais il y a tellement de non-dits qu'est-ce que vraiment tout le monde est à l'aise là-dedans et tout. Est-ce que c'est un ton d'humour un peu sur les malaises ou oui, c'est plus pince sans rire. Okay, c'est ça. Il y a quand même une espèce de scène de bataille entre les deux qui est très... je pense que c'est Mediafilm qui utilisait le terme Family Guy, là, quand il se bat avec la mascotte, puis c'est des coups de poing à l'infini, il pète tout dans le chalet. Il y a un peu de Québec dans ce film-là aussi, parce qu'il a été tourné à Montréal et aux environs, en Estrie également. Et écoute, j'ai pas réussi à le confirmer, mais c'est sur la page de la Maison du cinéma à Sherbrooke, il mentionnait que le chalet qui est utilisé, espèce de chalet de riches qui vont à l'occasion, c'est celui de Maxime Talbot et Cynthia Faneuf, le power couple de patin, de hockey et de patinage artistique. Fait que, puis, je sais pas comment ils ont arrangé ça, parce que c'est dans ce chalet-là qu'ils font pas mal de trous dans les murs puis ils brisent du mobilier. Une bonne blague avec ça à un moment donné, c'est qu'ils se retrouvent sans spoiler, dans un autre chalet luxueux, puis le gars est comme, je peux pas croire qu'à un moment donné, quelqu'un a un chalet de telle valeur, là, tu comprends, le terrain et les affaires, puis qui criffe du Ikea là-dedans, genre, puis j'avoue que c'est comme si t'as les moyens de t'acheter un chalet genre 6 millions, mais pas des tables à 400 pièces du Ikea, tu sais, laisse ça aux gens de classe moyenne, là, sinon t'es supposé avoir du matériel de plus grande qualité, c'est un lieu de qualité quand même, là. Tu sais, je sais pas, casser du sucre sur le dos d'Ikea, c'est le fun, ça a l'air, mais c'est pas une vraie table de bois usiné, là, tu sais. Justement, pas faite à la main, est usinée, plutôt. Fait que j'ai vraiment bien aimé ça, Splitsville, mais écoute, à date, ça rencontre pas son public. Fait que hâtez-vous, allez voir le film. Je trouve qu'il y a une certaine fraîcheur. Puis c'est Pascal Leblanc de la presse qui mentionnait que c'est vrai, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Materialist. C'est quoi l'autre film? Moi, le Roses, les Roses aussi, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est vrai qu'il y a un renouveau à ça. Il y a comme plein de comédies romantiques actuellement. Eux, ils ont des angles différents. Avignon est plus dans la langue traditionnelle, mais il est bien écrit, bien joué, bien interprété. Là, c'est vraiment toutes des... c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est toutes des genres... des films satisfaisants. 3,5, du 4 étoiles. C'est vraiment des bons films en ce moment, mais ils passent super vite parce que le box-office, il faut que ça passe. C'est sûr que Conjuration va être là vraiment plus longtemps. Regarde, c'est tout pour cette semaine. Là. On a busté l'heure, fait que on va retourner à des épisodes plus réguliers. Ça fait 2 de suite qu'on fait des espèces de semaines doubles là, suite à mes vacances là, avec le TIFF. Là, on va être dans une régularité. Quoique, on a vraiment beaucoup d'épisodes spéciaux qui s'en viennent avec la présence de sorties de films québécois et la présence des équipes. D'ailleurs, la semaine prochaine sort 1000 secrets, 1000 dangers. Pendant que tu étais à Toronto, j'ai parlé avec l'équipe qui était au Festival de la Ville de Québec. J'ai eu le temps de monter, mais en tout cas, je voulais pas mettre ça en ligne en même temps que cet épisode régulier-là. Le film sort le 19, on en parle la semaine prochaine, mais lundi, je mettrai en ligne l'entretien que j'ai eu avec l'équipe. Finalement, écoute, c'est pas bon pour être tête, là. J'aime ça que les épisodes spéciaux durent, mettons, une demi-heure à peu près, parce que ça s'écoute bien, puis c'est comme un bonus, puis ça peut te convaincre d'aller voir le film. Ça dure presque 1 heure. Ah oui, hein? Puis je m'étais dit que je me timerais, mais tout le monde sont tellement fins. J'ai parlé aux 3 comédiens principaux.
On me parlait comme une vingtaine de minutes, puis après, j'avais Philippe Falardeau et Alain Farah. Puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, sûrement qu'après 15, ils vont être tannés. En plus, Philippe revenait d'une extinction de voix. Je posais une question, puis les deux se renvoyaient la balle pendant 5 minutes, puis c'est eux qui voulaient pas arrêter. Puis à un moment donné, je voyais la personne comme, ben, tu sais, t'as pas de limite de temps, mais ça commence. Puis je vois sa petite machine, une demi-heure. J'ai dit, hey, les gars, ok, merci, là, faut arrêter. Mais il avait envie d'en dire, il était très généreux et tout. Fait que je vous encourage vraiment. Puis il n'y a pas de spoiler, vous l'écouterez avant. Là, avant de voir le film, c'est super cool. À la limite, ça va même vous éclairer peut-être sur une vision du film. Hâte de découvrir aussi, ça fait quelques semaines que c'est commencé, mais le football américain est de force. Et on a un film d'horreur produit par Jordan Peele de Justin Tipping, Him, ou Lui, au Québec, qui a l'air très mystérieux. C'est une espèce du cultisme et d'occulte pour devenir une super vedette de football. Ça a l'air esthétiquement très beau. Hâte de voir ça sort le 19 et il y aura autre chose et on est en grande forme. Les autres épisodes spéciaux, on va en avoir un pour Anakiri, un pour Seul au front et on va faire des collabs avec d'autres podcasts. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour nous. On va en avoir un sûrement avec Ma belle-mère est une sorcière, le prochain compte pour tous. Fait que on ne chôme pas. Fini les semaines de congé. Contactez-nous, comme d'habitude, par courriel balado@monciné.ca. Suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Le nouveau magazine est disponible en kiosque et en version numérique. On pourra en reparler un peu plus la semaine prochaine. Et ton entretien avec Baptiste Le Caplin. Baptiste Le Caplin est en ligne dans les prochaines minutes. Alors, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous devez entreprendre une longue marche où votre vie en dépend, je miserais sur une bonne paire de Skechers.